Il y a un paradoxe cruel dans l'histoire de la France. Tout le monde connaît l'homme du 18 juin, mais presque personne ne sait le nom de celui qui, un matin glacé de janvier 1946, hérite de la France au bord de la rupture. Pas par un coup d'État, pas par une conquête, par un vote. Et ce vote le place face à un adversaire qui, lui, refuse d'être un homme comme les autres, Charles de Gaulle. Imaginez la scène, un pays libéré, affamé, armé jusqu'aux dents, sans constitution claire, avec des partis prêts à se déchirer, et, au milieu, un avocat du Midi au sourire calme qui va devoir tenir la barre. Félix Jean Gouin. Un nom discret, une trajectoire qui ressemble à un murmure, jusqu'au moment où ce murmure devient un grondement. On pourrait croire que les destinées nationales naissent dans les palais. Celle-ci commence dans une France de craie et de poussière, dans une famille d'instituteurs laïcs à Pépin, dans les Bouches-du-Rhône, le 4 octobre 1884. Le décor n'a rien d'impérial. Pas de dorure, pas de sabre, pas de fanfare. Mais il y a une chose déjà qui façonne l'enfant. L'idée que la République n'est pas un héritage, c'est un combat quotidien. On ne reçoit pas la liberté. On l'enseigne, on la défend, on la paie. Le petit Félix grandit avec la sensation d'être observé par deux forces contraires. D'un côté, la lenteur des villages, le poids des habitudes, les fidélités locales, les notables. De l'autre, l'école, les livres, la promesse d'un ascenseur social, fragile, grinçant, mais réel. Boursier, il rejoint le lycée Thiers à Marseille, la ville monde du Sud, la ville qui sent le porc, le charbon, l'huile, les voix multiples. Là, il apprend à écouter et à répondre. Pas seulement à parler, à répondre. C'est une nuance qui le suivra toute sa vie. Puis Aix-en-Provence, la faculté de droit. Le droit, cette mécanique froide qui, entre de bonnes mains, peut devenir une arme brûlante. Félix y obtient sa licence et, très tôt, il comprend ce que beaucoup découvrent trop tard. La loi ne protège pas automatiquement les faibles. Elle protège ceux qui savent s'en servir. Alors il décide de devenir de ceux qui savent. En 1907, il s'inscrit au barreau de Marseille. Dans les couloirs, il voit passer les drames ordinaires, les vies écrasées par un contrat, par une dette, par une humiliation. Et ce qu'il entend, ce n'est pas seulement la misère, c'est la colère. Une colère sans langage, sans traduction. Or, lui, il a les mots, il a la logique, il a ce calme qui désarme. Il commence à plaider comme on pose des pièges. Phrases courtes, regard fixe, conclusion implacable. Mais il ne se contente pas d'être un avocat. Bien avant d'être un nom national, Félix Gouin devient un militant. En 1902, il s'inscrit au Grand Cercle socialiste de Marseille, puis adhère à la SFIO. Ce choix, à l'époque, n'est pas une posture. Dans la France d'avant 1914, le socialisme est une promesse et une menace. Promesse pour ceux qui attendent justice, menace pour ceux qui craignent de perdre leurs privilèges. Lui s'y jette avec une conviction méthodique, pas l'enthousiasme d'un tribun, plutôt la ténacité d'un bâtisseur. Et c'est là que se dessine son style. Félix Gouin n'est pas un homme de coups de théâtre, c'est un homme de durée. Il ne cherche pas à brûler le monde, il veut l'organiser. À ceux qui rêvent de grands soirs, il oppose les lendemains. Les budgets, les votes, les procédures, les textes. Ça a l'air ennuyeux, jusqu'au jour où ces textes deviennent les digues qui empêchent l'histoire de revenir en arrière. À 28 ans, en 1911, il est élu conseiller général des Bouches-du-Rhône. 28 ans. Dans un pays où l'on confie rarement les manettes aux jeunes, il entre déjà dans la machine publique. Il apprend la géographie humaine. Qui souffre, qui ment, qui tient parole, qui se vend, qui se tait. Il apprend aussi une vérité dure. Le pouvoir local, c'est un théâtre où l'on joue chaque semaine devant des gens qui vous croisent au marché. Impossible d'y survivre longtemps sans une forme de cohérence. Puis viennent les années qui bouleversent tout. La Grande Guerre laisse derrière elle des âmes cassées, des familles amputées, des rues où l'on marche plus lentement. Le pays a gagné, et pourtant il saigne. Dans cette après-guerre, Gouin s'enracine. Il devient merdistre et s'y installe politiquement sur la durée, réélu encore et encore, jusqu'à faire de cette ville une sorte de base arrière, un point fixe dans la tempête nationale. On imagine souvent les leaders comme des comètes. Lui, c'est un phare. Un phare n'impressionne pas par sa vitesse. Il impressionne par sa capacité à rester allumé quand tout s'éteint. En 1924, il franchit une marche décisive, député. À Paris, la politique n'a pas l'odeur du sel, elle a l'odeur du papier, des couloirs, des alliances et les trahisons feutrées. Là où le Sud tranche, la capitale dissèque. Gouin s'adapte.
Il comprend vite que l'Assemblée est une arène où l'on peut mourir 1000 fois sans qu'aucune goutte de sang ne tombe. Une phrase mal placée, un amendement oublié, une main non serrée, et vous voilà effacé. Il n'est pas effacé. Il devient au contraire un spécialiste du parlementaire. L'homme qui sait tenir une séance, calmer une salle, faire passer un texte. Certains lui reprochent une forme de souplesse, d'autres y voient une force, l'art de survivre sans renier l'essentiel. Au fond, Félix Gouin cultive une arme rare, l'autorité sans brutalité. Cette manière de tenir debout sans écraser. Et pendant que les années 30 s'assombrissent, pendant que l'Europe se remplit de cris et de drapeaux menaçants, lui reste dans cette ligne, démocratie, parlement, république. Il n'est pas naïf, il voit le danger monter, mais il croit obstinément qu'on ne répond pas à la force par l'abandon du droit, qu'on ne sauve pas la liberté en l'étouffant. Puis arrive 1940, et là la France bascule comme un corps qu'on pousse dans un escalier. Défaite, exode, peur, et un vote, un seul vote, devient une frontière morale. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée doit décider d'accorder les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Beaucoup cèdent, fatigue, panique, calcul, résignation. Et il y a une poignée d'hommes qui disent non. Gouin est de ceux-là. Un non minuscule face à la marée, mais un non qui, plus tard, prendra un poids écrasant. C'est un moment qu'on doit visualiser. Une salle, des regards baissés, des mains qui tremblent, une France qui se rétrécit d'un coup. Et au milieu, ce député socialiste qui refuse de signer l'abdication. Ce n'est pas un geste héroïque au sens hollywoodien, c'est plus sec, plus dangereux. C'est le genre de décision qui vous condamne à vivre avec une cible sur le dos. Le twist, c'est que Gouin ne devient pas seulement une voix de refus, il devient une pièce dans un engrenage répressif. Il est arrêté, interné, surveillé. Et lorsqu'il tente de rejoindre la France libre, pas pour un symbole mais pour agir, il passe par l'Espagne et se retrouve enfermé au camp de Miranda de Ebro. 3 mois. 3 mois où le temps n'est plus une ligne mais une cage. 3 mois où l'on comprend ce que vaut une conviction quand elle n'a plus ni tribune, ni mandat, ni protection. Dans ce camp, l'image est brutale. Les barbelés, la poussière, la promiscuité, le sentiment d'être oublié. Un ancien député réduit à un numéro, à une silhouette. Et pourtant, c'est là que se forge un autre visage de Gouin. Non plus l'élu, mais le résistant. L'homme qui ne tient plus par des votes, mais par une décision intérieure, continuée. Il finit par gagner Londres, puis Alger. La géographie de la France libre, c'est une France éclatée, mais c'est aussi une France qui se recompose autrement, autour de l'idée que l'État doit renaître. Et Gouin, l'avocat de la procédure, trouve soudain un terrain où sa rigueur devient vitale. Comment reconstruire un pays sans retomber dans les improvisations qui l'ont fragilisé. À Alger, au sein du Comité français de la libération nationale, il préside une commission de réforme de l'État. Et là, on comprend une chose essentielle. Félix Gouin n'est pas un homme de coups, c'est un homme de charpente. Il participe à dessiner les mécanismes qui permettront, demain, d'éviter le vide. Il travaille sur des textes qui préparent une assemblée consultative provisoire. Des textes qui, à première vue, sont arides. Mais en réalité, ce sont des ponts jetés au-dessus du chaos. Quand l'assemblée consultative se met en place, il en devient président. À Paris, plus tard, il est réélu à cette présidence. On pourrait croire que c'est une récompense. En vérité, c'est une épreuve. Tenir ensemble des forces politiques qui se regardent comme des ennemis dans un pays où la guerre a laissé des fractures partout. Les communistes, les socialistes, les démocrates chrétiens, les gaullistes, les anciens, les nouveaux, tout le monde veut la France, mais chacun veut une France différente. Et c'est là, doucement, que le rival apparaît comme une ombre qui grandit. De Gaulle n'est pas seulement un homme, c'est une conception du pouvoir, une verticalité, une impatience, une méfiance envers les partis. Gouin, lui, incarne l'inverse, la légitimité par l'Assemblée, le compromis, la mécanique parlementaire. 2 visions incompatibles. Et ce qui rend ce duel fascinant, c'est qu'il n'a pas besoin d'insultes pour être violent. Il est violent parce qu'il touche à la question la plus dangereuse. Qui doit commander et au nom de quoi? On approche de 1945. La guerre se termine, mais la paix n'est pas un repos. C'est un chantier sur un champ de mines. En octobre, une assemblée constituante est élue. Gouin, tête de liste socialiste, revient dans le jeu national avec une force intacte. Et le 8 novembre 1945, il est élu président de cette assemblée. Imaginez ce que cela signifie. Lui, l'ancien interné, l'homme passé par la frontière, par un camp, par l'exil, tient désormais le marteau qui peut faire taire une salle de députés dans la France libérée. Son style est remarqué.
Autorité souriante, courtoisie, souplesse, impartialité. On pourrait croire que ces mots sont faibles, ils ne le sont pas. Dans une assemblée où chacun veut prendre la lumière, l'impartialité est une force de fer. Dans un pays où les rancunes sont des armes, la courtoisie peut être un bouclier. Et dans une époque où tout le monde parle fort, la capacité à maintenir le cadre est une forme de domination. Mais voici le détail qui change tout. Présider l'Assemblée en 1945, ce n'est pas seulement distribuer la parole, c'est marcher sur une corde au-dessus d'un gouffre. Car la France doit se donner une constitution. Et derrière cette constitution se cache le vrai combat. Un régime parlementaire fort ou un exécutif fort. Une république gouvernée par les partis ou une république gouvernée par un chef. De Gaulle, chef du gouvernement provisoire, supporte de plus en plus mal l'emprise des partis. Les tensions montent. On parle du budget militaire, des rapports entre gouvernement et assemblée, de la légitimité même de l'autorité. Et pendant que la France tente de se relever, le duel devient inévitable. Le général, figure de guerre, contre l'avocat, figure d'institution. Et là, une phrase plane déjà, comme un coup près qui n'est pas encore tombé. Je m'en vais. Le pays, lui, n'a pas le luxe de s'arrêter. Parce que, dans l'ombre, un chronomètre invisible commence à cliqueter. Il faudra bientôt rédiger, négocier, voter, et convaincre un peuple épuisé d'accepter un nouveau pacte. Une course contre le temps, où chaque journée perdue peut rouvrir la porte aux extrêmes, aux rancœurs, aux aventures. À la fin de l'hiver, la question n'est plus qui a raison, mais qui tiendra. Et quand De Gaulle prépare sa démission, une évidence s'impose à ceux qui comptent les voix. Si le général quitte la scène, l'homme qui peut, par son calme et sa maîtrise de l'Assemblée, empêcher la République de se disloquer, c'est Félix Gouin. Il n'a pas encore franchi la porte du pouvoir suprême, mais il est déjà devant, la main sur la poignée. Et derrière cette poignée, un pays entier retient son souffle. Le 20 janvier 1946, il se passe quelque chose d'inouï. La France vient à peine de sortir de l'enfer, et son héros national claque la porte. Charles de Gaulle démissionne. Pas un départ discret, un geste qui résonne comme une gifle. Comme si, au milieu d'une ville encore en ruine, quelqu'un arrachait le dernier panneau, sorti, et laissait tout le monde face à un couloir sombre. Dans les cafés, on murmure. Dans les ministères, on blêmit. Dans les couloirs de l'Assemblée constituante, les pas deviennent plus rapides, plus secs. Et soudain, ce pays immense, ce pays nerveux, comprend une vérité brutale. La guerre est finie, mais l'État, lui, peut encore mourir. Alors une question tombe, lourde, presque obscène. Qui va tenir le volant maintenant ? On pourrait imaginer un général, un tribun, un homme au poing serré. Mais non. Les regards se tournent vers un homme de procédure, d'équilibre et de patience. Félix Gouin. Celui qu'on ne voit pas venir, justement parce qu'il ne fait pas de bruit. Un président d'assemblée, un technicien du débat, disent certains avec un soupçon de mépris, jusqu'à ce que le mépris se transforme en besoin. Parce qu'en janvier 1946, la France ne cherche pas un éclat, elle cherche une charpente, quelqu'un qui empêche la maison de s'effondrer pendant qu'on refait les murs. Et c'est là que se plante le premier crochet dans l'esprit. Gouin va recevoir le pouvoir comme on reçoit une bombe, avec le sourire. Parce que s'il tremble, tout explose. Quelques jours à peine après la démission du général, le 26 janvier 1946, l'Assemblée le choisit pour prendre la tête du gouvernement provisoire. Dans une France où le pain manque encore, où l'électricité hésite, où des familles vivent avec des tickets de rationnement comme on vit avec des cicatrices, l'homme devient, pour un temps, le visage de l'exécutif. Mais ce n'est pas une couronne, c'est un sablier. Dès la première nuit, la contrainte est claire, presque sadique. Il doit gouverner un pays sans constitution définitive, avec des partis qui se méfient les uns des autres, avec une économie qui vacille, et avec une opinion publique qui peut brûler de colère pour 1 kilo de farine. Et au-dessus de lui plane l'ombre de celui qui est parti, De Gaulle. Même absent, il est là. Même silencieux, il parle. Le rival n'a pas besoin d'être en face pour être dangereux. Le rival est une idée, une promesse de verticalité, une tentation de l'homme providentiel. Et Gouin sait, il le sent physiquement, que s'il échoue, l'histoire offrira à cette tentation un boulevard. On se représente mal ce que cela signifie de prendre le pouvoir à ce moment-là. Ce n'est pas entrer dans un bureau chauffé et signer des décrets. C'est marcher dans un couloir où chaque porte cache une crise. D'abord l'intérieur. Une France armée, nerveuse, où l'épuration a laissé derrière elle des haines et des humiliations. Des anciens résistants qui ont risqué leur vie et qui refusent qu'on revienne à la normale comme on remettrait un couvercle sur une marmite.
des anciens collaborateurs, ou supposés tels, qui se disent victimes, des policiers, des fonctionnaires, des juges, des maires, qui est propre, qui est sale. À force de trancher, on s'entaille soi-même. Gouin doit garder l'État debout tout en continuant de le purifier. C'est une contradiction qui mord. Ensuite, l'économie. Le pays manque de tout, charbon, acier, transport, logement. Les trains roulent trop lentement, les gares sentent encore la suie de la guerre, les vitrines n'ont pas vraiment de quoi séduire. Une grève, une seule, peut interrompre la circulation du pain. Une panne peut plonger un quartier entier dans le noir. Et quand une ville s'éteint, les rumeurs s'allument. Enfin, la politique. L'Assemblée constituante n'est pas un salon, c'est une chaudière. 3 grandes forces dominent, communistes, socialistes, démocrates chrétiens. Et chacune a une vision différente de la France à reconstruire. Tout le monde parle de justice, personne n'a la même définition. Et voilà Gouin, au centre. Lui qui a toujours cru au Parlement, doit maintenant empêcher le Parlement de se dévorer. Dans les coulisses, on chuchote déjà une phrase glaciale. Il n'a pas l'étoffe. Il entend, il sourit, il ne répond pas. C'est son art. Mais à l'intérieur, il met en place une règle simple, presque militaire. Ne jamais laisser la panique entrer dans la voie. La panique est contagieuse. Un chef paniqué, c'est un pays en fièvre. Le rythme devient celui d'un film à compte à rebours. Et Gouin le sait. Son temps est compté. Non pas par une date gravée, mais par la patience d'un peuple et la nervosité des partis. Il a, en réalité, une fenêtre très courte pour prouver une chose. La République parlementaire peut fonctionner sans être portée par une figure mythique. Disons-le brutalement, il a environ 5 mois, un souffle, pour fabriquer une constitution et maintenir la machine en marche. 5 mois pour éviter que le vide ne devienne une tentation. Et c'est là que le conflit central prend sa forme la plus cruelle. Son adversaire, De Gaulle, n'a pas besoin de gouverner pour gagner. Il lui suffit d'attendre que Gouin échoue. Chaque jour qui passe sans constitution, chaque débat qui s'enlise, chaque colère sociale, chaque pénurie est un argument silencieux pour le rival. Vous voyez, les partis sont incapables. Gouin, lui, doit faire l'inverse, transformer le chaos en calendrier. Alors il s'attaque au cœur, la future constitution. Les discussions sont violentes, parce que ce texte n'est pas un texte. C'est un mécanisme qui décidera qui commande, dans quelles mains se trouve la vraie puissance, dans quelle pièce du bâtiment on enferme l'autorité. Les partisans d'un régime très parlementaire veulent un gouvernement contrôlé de près par l'Assemblée. D'autres redoutent l'instabilité chronique, les chutes de cabinets, les marchandages sans fin. Le fantôme de la Troisième République plane, se souvenir d'une République forte en principe, parfois faible en décision. Gouin préside, arbitre, pousse, recadre. Il ne peut pas imposer comme un chef d'armée. Il doit obtenir comme un joueur d'échecs. Il avance un pion, sacrifie une pièce, gagne un vote, perd une nuit. On l'imagine debout, tard, lisant des pages de propositions comme on lit des diagnostics médicaux. Chaque article peut sauver ou tuer le patient. Mais la tension monte, les discours s'allongent, les égos gonflent. Et dans le pays, dehors, ce n'est pas de la théorie constitutionnelle, c'est la faim, le froid, l'impatience. Des files d'attente, des mains gercées, des regards qui disent « Alors, vous faites quoi là-haut ?» Le premier twist arrive quand on réalise ce que Gouin est en train de faire. Il gouverne sans la force du mythe, en s'appuyant sur la force du collectif. Exactement au moment où le pays est le plus tenté par le mythe. Il joue la note la plus fragile au milieu d'un concert de tambour. Et pourtant, pendant quelques semaines, la machine avance. Un projet se dessine. Un texte est mis au point. On sent la fatigue dans les couloirs. On voit des piles de papier comme des remparts. On entend les portes claquer. Et Gouin, toujours, maintient cette façade, le calme. Comme si son visage était la dernière digue contre la crue. Mais le rival, même absent, continue de peser. De Gaulle, depuis son retrait, parle à sa manière, laisse filtrer des critiques, entretient l'idée qu'on a choisi un chemin trop faible. La rivalité devient une lutte de gravité. Qui attire la France vers son modèle ? Gouin comprend que le duel ne se gagnera pas seulement dans l'Assemblée. Il se gagnera dans la tête des Français. Il faut leur donner une raison de croire que la République peut se reconstituer sans se livrer à un seul homme. Alors on fixe la date du jugement. Le peuple tranchera par référendum. Et ce référendum, c'est la guillotine ou le salut. Le 5 mai 1946, la France vote sur le projet de constitution. Imaginez la charge symbolique. Un pays qui quelques années plus tôt s'est effondré en quelques semaines,
se retrouve à voter un texte censé empêcher un nouvel effondrement. C'est comme demander à un survivant de choisir la forme exacte du radeau, alors qu'il a encore de l'eau dans les poumons. Gouin sait que s'il perd, il ne perd pas seulement un texte. Il perd l'argument principal contre De Gaulle. Il perd la preuve que les partis peuvent produire un cadre stable. Il perd, en somme, une bataille essentielle du récit national. Et la nuit du résultat a quelque chose de cruel. Le projet est rejeté. Rejeté. Un mot simple. Un mot qui tombe comme un seau d'eau glacée. Dans les couloirs, on ne crie pas forcément. On s'assoit. On s'échange des regards. On comprend que le pays a dit « pas ça », sans toujours dire « à la place, quoi ». Et c'est ça la terreur, la négation sans solution immédiate. C'est un choc politique, mais aussi un choc intime pour Gouin, parce que ce rejet transforme son gouvernement en gouvernement de transition sur une transition. Un pont qui débouche sur du brouillard. Et dans le même temps, ce rejet nourrit l'ombre du rival. Vous voyez ? Le deuxième twist est là. Gouin n'a pas échoué par faiblesse personnelle, mais parce que le pays, épuisé, a refusé le compromis qu'on lui proposait. Et un pays épuisé, c'est imprévisible. Il peut refuser aujourd'hui ce qu'il acceptera demain. Il peut réclamer un chef, ou rejeter tout chef. Il peut vouloir de la stabilité et refuser les instruments qui la produisent. Alors, que fait un homme de procédure quand la procédure elle-même est rejetée ? Il ne s'accroche pas. Il ne transforme pas son poste en tranchée. Il comprend que continuer dans les mêmes conditions serait risquer une crise plus grave, une fracture ouverte. Il laisse la place, quelques semaines plus tard, en juin 1946. Mais avant de partir, il fait quelque chose de capital, même si c'est invisible. Il empêche la France de sombrer dans l'épisode le plus dangereux, le vide total. Il tient assez longtemps pour que le pays puisse recommencer le chantier constitutionnel sans retomber dans la panique de 1940. Il accepte d'être un maillon, pas une statue. Et pourtant, quand il quitte la tête du gouvernement, il sait que la rivalité, elle, ne s'éteint pas. Elle change simplement de forme. De Gaulle est toujours là, comme un aimant dans l'ombre. Et la République, elle, doit maintenant recommencer à écrire sa propre ossature, avec l'humiliation d'un nom récent qui brûle encore. L'image finale de cette séquence, c'est celle-ci. Un homme qui a tenu un gouvernail pendant une tempête, qui a évité les récifs immédiats, mais qui n'a pas réussi à convaincre l'équipage de la carte qu'il avait dessinée. Il descend du pont, la mer est toujours noire, et, derrière lui, on entend déjà d'autres pas monter. 149 jours. Pas 150, pas le temps qu'il faudra. 149 jours, exactement, le genre de durée qui ressemble à une condamnation douce, assez longue pour qu'on vous juge, trop courte pour qu'on vous pardonne. Quand Félix Gouin s'assoit au centre du jeu, ce n'est pas un fauteuil qui l'attend. C'est une horloge. Chaque matin de 1946 ressemble à une scène de film en noir et blanc où l'on entendrait derrière les murs le tic-tac d'un pays entier. Les rues sont libérées, oui, mais elles portent encore la poussière des bottes, l'odeur du charbon rare, le crissement des tickets de rationnement qu'on déplie comme des lettres de survie. Les gens ont gagné la guerre et se demandent s'ils vont perdre la paix. Et au-dessus de cette France à moitié debout, plane un rival qui n'a même plus besoin d'être là. De Gaulle s'est retiré, mais sa présence est devenue un décor, invisible et inévitable, comme une montagne derrière les nuages. Son silence dit « Je vous regarde ». Ses proches disent « Vous verrez ». Et chaque panne de courant, chaque grève, chaque colère dans une file d'attente devient une munition pour ceux qui rêvent d'un pouvoir vertical. Gouin le sait. Alors il fait ce qu'il a toujours fait. Il s'accroche au réel, à ce qui se mesure, à ce qui se vote, à ce qui se construit. Il gouverne à la manière d'un artisan qui réparerait une horloge avec des gants de boxe. Tout est fragile, tout est conflictuel, et pourtant, il faut avancer sans casser le mécanisme. Dès les premiers jours, les réunions s'enchaînent avec une intensité presque physique. On imagine Matignon, pas comme un salon élégant, mais comme une salle d'urgence. Des dossiers montent en pile, des téléphones sonnent, des hommes entrent avec des mines fermées, ressortent plus pâles. On ne parle pas de projet, on parle de charbon, d'électricité, de train, de police, de pain. Et lui doit arbitrer sans répit, parce que s'il laisse le moindre vide, quelqu'un d'autre le remplira, avec des solutions simples, brutales, séduisantes. L'un des paradoxes les plus violents de sa courte domination, c'est qu'il cumule le politique et l'instinct de sécurité. Il se retrouve en plus ministre de la Défense nationale. Autrement dit, il a la responsabilité de la République et celle des armes. Dans une France saturée de souvenirs militaires, c'est comme porter 2 barils de poudre à la fois.
La moindre étincelle peut vous sauter au visage. Et l'étincelle, justement, vient parfois de l'endroit le plus sombre, les services secrets. Il y a une scène que l'on peut imaginer avec une précision presque cinématographique. Des couloirs étroits, des dossiers marqués confidentiels, l'odeur du tabac froid, des hommes qui se parlent à voix basse comme s'ils n'étaient jamais sortis de la clandestinité. Car la libération a laissé un héritage étrange, des structures nées dans l'ombre, faites pour la guerre, qui supportent mal la lumière de l'état de droit. Et Gouin, l'homme du Parlement, comprend vite le danger. Un pays qui sort de la clandestinité doit réapprendre la règle, sinon l'exception devient une habitude. Alors en février 1946, il provoque un choc discret mais brutal. Il demande au colonel Passy, figure du renseignement de la France libre, de partir. Dans le monde des réseaux, ce n'est pas un simple changement de poste. C'est une secousse qui réveille les loyautés, les rancunes, les secrets. Il y a des gens qui, ce jour-là, comprennent que Gouin ne sera pas un simple intérimaire. Il touche au nerf. Il dit, sans le proclamer, « L'État n'appartient pas à ceux qui savent des choses, il appartient à ceux qui rendent des comptes. » C'est un geste risqué, parce que toucher au renseignement, c'est toucher à un monde qui se défend. Et c'est aussi offrir à son rival un argument facile. Voyez ces politiciens qui désorganisent la sécurité ? Mais Gouin joue sa carte la plus profonde. Mieux vaut une tempête maintenant qu'un coup de tonnerre plus tard. Mieux vaut affronter la crise en plein jour que la subir dans le dos. Pendant ce temps, la France a un autre monstre à dompter, l'énergie. La guerre a laissé des infrastructures brisées, des réseaux fragmentés, un pays où l'électricité n'est pas un confort mais une frontière. Là où la lumière s'allume, la reconstruction est possible. Là où elle hésite, la colère grandit. Et c'est là que Gouin imprime une des marques les plus surprenantes de son passage. Sous son gouvernement, l'État avance vers de nationalisations massives. Électricité, gaz et bientôt la création de grandes structures publiques qui vont donner un squelette énergétique au pays. Visualisez une soirée d'hiver dans un appartement parisien. Une mère met une casserole sur un petit feu. Un enfant fait ses devoirs, penché sur une table. La lumière vacille. Une seconde d'ombre suffit à faire naître la peur. Ça recommence. Et puis la lampe tient. Ce détail minuscule, une ampoule qui ne s'éteint pas, devient pour une nation un symbole de stabilité retrouvée. La reconstruction n'est pas seulement des discours, c'est de la lumière dans une pièce. Et ce n'est pas tout. Le charbon, les assurances, la même logique se déploie. Gouin et ses alliés, dans ce moment de tripartisme où les forces politiques se partagent la responsabilité du redémarrage, poussent l'idée qu'il faut un État capable de planifier, de sécuriser, de reconstruire. Le mot « plan » cesse d'être un concept abstrait. Il devient un outil de survie. Le conseil du plan se réunit, les chiffres s'alignent, les objectifs se dessinent. Acier, charbon, transport, machines. Derrière ces colonnes, il y a des visages. Des mineurs qui descendent malgré la fatigue, des cheminots qui remettent en marche des lignes, des ouvriers qui n'ont plus le droit d'attendre. Et Gouin, l'avocat, s'entoure d'économistes, de techniciens, de ministres qui parlent comme des ingénieurs. Là encore, il va contre l'instinct de l'époque. Au lieu de se contenter d'émouvoir, il veut organiser. Mais un récit sans ombre n'est pas un récit de 1946. L'ombre, elle, s'appelle ravitaillement. Elle s'appelle marché noir. Elle s'appelle pénurie. Dans les villes, on fait la queue. Les gens apprennent à compter autrement, non plus en francs, mais en tickets, en heures, en patience. Dans les campagnes, on cache, on échange, on négocie. Dans les entrepôts, on soupçonne. Et dans les journaux, on guette le scandale qui prouvera que ceux d'en haut trichent. Gouin marche sur une corde. S'il serre trop, le pays explose socialement. S'il lâche trop, il nourrit les trafics et la rage. Et pendant qu'il tente de maintenir cet équilibre impossible, le rival invisible se renforce. Plus le quotidien est dur, plus la promesse d'un chef qui tranche devient séduisante. Et puis, au milieu de ces enjeux immenses, surgit un fait presque irréel. Un coup de théâtre moral qui change la texture des nuits françaises. La fermeture des maisons closes. C'est l'un des gestes les plus cinématographiques de cette période. Paris, ville de lumière, a aussi ses couloirs rouges, ses portes discrètes, ses lanternes qui signalent un commerce ancien, brutal, maquillé en tradition. Et soudain, par une loi portée par une ancienne prostituée devenue élue, Marthe Richard, l'État décide de fermer ces lieux. Imaginez le choc, des façades qui du jour au lendemain deviennent silencieuses, des rues où les néons s'éteignent, des hommes qui se retournent, perdus, comme si on leur avait retiré un décor. On peut discuter des conséquences, mais l'image est frappante.
La République qui reconstruit ses centrales électriques et en même temps décide de changer la morale publique. Comme si Gouin voulait dire « Nous ne reconstruisons pas seulement des murs, nous reconstruisons ce que nous acceptons ». C'est un geste qui surprend, qui divise, qui excite les passions. Exactement le genre de décision qui, dans une France nerveuse, peut vous fabriquer des ennemis en une nuit. Et les ennemis, Gouin en a déjà, pas seulement dans l'opposition, parfois dans les alliés. Car le pouvoir de l'après-guerre est une coalition instable. On gouverne ensemble, mais on se surveille. On se sourit en séance, on s'évalue en coulisses. Et chaque ministère devient un petit royaume, chaque ministre un chef de camp. Gouin doit composer avec des tempéraments plus explosifs que le sien. Il est le centre calme d'un cercle de nerfs. Quand il quitte la tête du gouvernement en juin 1946, ce n'est pas la fin de son combat, c'est un changement d'arène. Car le pays continue de se transformer, et lui reste dans l'appareil d'État, comme une pièce qu'on déplace sur l'échiquier pour éviter que tout ne s'écroule. Sous le gouvernement suivant, il devient vice-président du Conseil, et sa proximité avec la défense le maintient au cœur des questions les plus sensibles. La démobilisation, le statut de l'armée, l'équilibre entre autorité civile et pouvoir militaire, la façon dont une nation armée se recivilise. Là encore, c'est un travail sans gloire. Ramener des hommes chez eux, gérer les budgets, éviter les dérapages, tenir une institution qui a l'habitude d'obéir à des ordres, pas à des débats. Et pendant que ces mécanismes se mettent en place, un nouveau choc frappe sa trajectoire comme une pierre sur un pare-brise. Le scandale. Le scandale du vin. Rien que le nom a quelque chose d'absurde, presque cruel, comme si l'histoire voulait ridiculiser un homme sérieux. Gouin, enfant du Sud, élu ancré en Provence, se retrouve mêlé, attaqué, soupçonné, mis en cause, dans une affaire où se mêlent ravitaillement, circuit, décisions administratives, accusations publiques. Son adversaire du moment porte un visage, Yves Farge, figure forte, ministre du ravitaillement, qui le met en cause. Et cette confrontation, en Conseil des ministres, ressemble à une scène de duel où l'on ne dégaine pas des épées, mais des dossiers. C'est un retournement violent. L'homme qui s'est battu pour la légalité républicaine se retrouve sali par une affaire qui sent le commerce et la suspicion. Dans la tête du public, l'image est terrible. Ils se servent. Même si la vérité est complexe, le poison fonctionne toujours de la même manière. Il réduit tout à une phrase. Et c'est là que le rival principal, encore une fois, gagne sans bouger. Parce que chaque scandale, chaque affaire, chaque soupçon devient une preuve pour ceux qui dénoncent le régime des partis. De Gaulle n'a pas besoin de le pointer du doigt, les journaux le font. Les rumeurs le font, les cafés le font. Gouin riposte comme il sait le faire, pas par un cri, mais par un texte. Il publie, il répond, il explique. Il essaie de ramener la discussion sur le terrain où il est le plus fort. Le factuel, le légal, le vérifiable. Mais il découvre une loi impitoyable de la politique moderne. Les faits vont lentement, les images vont vite. Et l'image d'un scandale du vin colle à la peau comme une tache que même la vérité peine à laver. Ce qui le sauve, paradoxalement, c'est sa capacité à redevenir utile. Car l'après-guerre a besoin d'architectes, pas seulement de héros. Et Gouin redevient, encore, l'homme des structures. Il travaille sur la planification, sur la reconstruction organisée. Ministre d'État, lié aux travaux du Commissariat général du Plan, puis président du Conseil du Plan, ce sont des titres qui sonnent techniques, mais derrière se cache une ambition gigantesque. Le plan, c'est l'idée de transformer la reconstruction en stratégie, décider où mettre l'effort, comment moderniser l'industrie, comment accélérer ce pays qui a pris du retard, comment éviter que la misère sociale ne devienne une bombe politique. Dans ces réunions, on ne voit pas de foule. On voit des cartes, des chiffres, des tableaux. On entend des mots comme rendement, priorité, investissement. Et pourtant, chaque chiffre correspond à une réalité brutale. Une usine qui redémarre ou une autre qui meurt. Une région qui retrouve du travail ou qui s'enfonce. Une famille qui mange à sa faim ou qui compte encore les heures. C'est là que la tension narrative se resserre. Gouin, qui n'a jamais été un homme de scène, devient un homme de coulisses indispensable, pendant que, dehors, la scène se réorganise autour de son rival. Car en 1947, le gaullisme se structure politiquement, et l'idée d'un retour de Gaulle dans le jeu électoral cesse d'être un fantôme. Elle devient une menace tangible. La rivalité change de nature. Avant, c'était un duel institutionnel, presque philosophique, parlement contre exécutif fort. Maintenant, c'est une guerre de terrain, une bataille de discours. D'un côté, ceux qui veulent une démocratie organisée, patiente, parfois lente. De l'autre,
ceux qui veulent un pouvoir qui tranche, qui commande, qui impose. Et la France, fatiguée, oscille. Gouin se retrouve alors dans une position paradoxale, presque tragique. Il a contribué à bâtir des piliers concrets, lumière, gaz, cadre économique, planification, mais il ne récolte pas forcément la gratitude, parce que les piliers, par définition, sont silencieux. On remarque l'électricité quand elle manque, pas quand elle marche. On parle des plans quand ils échouent, rarement quand ils tiennent. Et le temps, lui, continue de compter. Non plus les 149 jours de Matignon, mais les années d'une république fragile, soumise à l'usure, au scandale, aux crises coloniales qui grondent, à la guerre froide qui s'installe comme un gel sur l'Europe. Le dernier twist de cette période, c'est que Gouin finit par comprendre, peut-être plutôt que d'autres, que sa vraie bataille n'est plus seulement de gouverner. Sa vraie bataille est de prouver que la démocratie parlementaire peut produire du concret plus vite que la nostalgie du chef. Que l'organisation peut vaincre le mythe. Et c'est un combat inégal, parce qu'un mythe tient dans une phrase, alors qu'une organisation tient dans des centaines de pages. Mais il continue, parce que s'il s'arrête, il offre le récit au rival. Et parce qu'au fond, sa foi reste la même. Un pays ne se sauve pas par une seule voie, mais par des institutions qui survivent aux voix. Il y a une seconde mort, plus froide que la première, celle qui arrive quand on est encore vivant, mais que le pays cesse de prononcer votre nom. Après 1946, Félix Gouin continue d'avancer dans les couloirs du pouvoir, comme un homme qui connaît déjà la fin du film, et qui marche quand même, parce qu'il refuse de laisser la place au seul bruit. Son passage à la tête du gouvernement a laissé derrière lui des décisions concrètes, des structures, des digues. Mais l'époque n'a pas de patience pour les digues, elle veut des drapeaux, elle veut des visages simples, et surtout, elle veut une histoire à raconter au coin du feu, une histoire avec un héros unique. Or Gouin, lui, n'a jamais voulu être un héros unique, il a voulu être l'articulation. C'est là que commence sa troisième vie, celle de l'homme indispensable, puis progressivement remplaçable. On le retrouve dans l'architecture du redémarrage, le plan, les réunions interminables, les arbitrages techniques qui décident, sans fanfare, si une région se relève ou si elle s'enlise. Il devient ministre d'État chargé des travaux liés au plan, puis prend la présidence du Conseil du plan, à une période où la France cherche à transformer la reconstruction en stratégie et la stratégie en vitesse. Imaginez-le dans une salle trop chaude, au milieu d'ingénieurs et de financiers, penchés sur des cartes, des tableaux, des courbes. Pas de foule, pas de balcon, pas de « Vive la République » crié par une place entière. Juste un stylo qui griffe du papier, une voix posée qui tranche sur des pourcentages, des priorités, des délais. La modernisation n'a pas la beauté d'un discours, elle a la brutalité d'un calendrier. Et pourtant, la politique n'oublie jamais de vous réclamer un prix. Le poison de l'affaire des vins. Même quand l'honneur se défend, même quand les accusations se dégonflent ou se complexifient, laisse une marque. Pas forcément dans les tribunaux, mais dans les têtes. Gouin comprend une chose terrifiante. On peut survivre à une crise et ne jamais survivre à l'image de la crise. Dans son entourage, on le dit blessé d'avoir été sali par une affaire dont l'écho, lui, refuse de mourir. Alors il se replie, non par lâcheté, mais par stratégie. Il redevient utile là où l'utilité n'a pas besoin d'être aimée. Il garde ses mandats et surtout son ancrage. Istres, sa mairie tenue durant des décennies, comme un point fixe dans le vent national. C'est là que son tempérament apparaît le plus nettement. Quand Paris se met à trier les hommes en gagnants et perdants, lui reste fidèle à la logique du terrain. Une route réparée vaut parfois plus qu'un slogan. Mais pendant qu'il reconstruit, qu'il organise, qu'il consolide, le rival grandit. Le rival, ce n'est pas seulement un homme, c'est un aimant. De Gaulle, en retrait puis de retour dans la vie politique, capte la frustration d'un pays fatigué par les coalitions, les crises, les gouvernements qui tombent. Le duel, désormais, se joue à distance. Gouin incarne la continuité parlementaire, le compromis, l'horlogerie institutionnelle. De Gaulle incarne la verticalité, la promesse du grand coup de volant. Deux narrations, deux France. Et ce qui rend cette rivalité presque tragique, c'est que Gouin ne se bat pas contre un adversaire qui le hait. Il se bat contre un récit plus fort que le sien. Un récit qui tient en une image. Un chef qui sauve. Là où lui ne propose qu'un mécanisme. Un pays qui tient. Les années passent. La 4e République s'installe avec ses succès et ses fissures, sa reconstruction et ses vertiges. Et Gouin, discret, reste là. Il participe encore à des missions, à des délégations. Il représente la France quand il faut de la tenue plutôt que de l'effet, quand on veut un homme d'État qui rassure par son sérieux.
Puis vient 1958. 1958, c'est l'année où la France se retrouve au bord d'une cassure politique majeure. L'air change, les mots changent. La peur d'un effondrement institutionnel revient, comme une vieille maladie qui profite d'un moment de faiblesse. Et, dans ce climat, le rival redevient l'évidence. De Gaulle est rappelé, la constitution de la Ve République est proposée au pays, et le référendum devient un verdict sur le modèle même que Gouin a défendu toute sa vie. La primauté parlementaire, l'équilibre des partis, la méfiance envers l'homme providentiel. C'est ici que se glisse la contrainte de temps la plus implacable. Gouin n'est plus un jeune avocat au barreau de Marseille, ni même le résistant des années noires. Il a 73 ans. Son temps politique n'est plus une route, c'est une dernière ligne droite. Et il le sait. Il le sent dans l'épaisseur des journées, dans la lenteur du corps, dans cette façon qu'ont les époques de vous regarder soudain comme un souvenir. Et pourtant, c'est précisément là qu'il choisit son geste le plus risqué depuis longtemps. Il vote non au référendum constitutionnel de 1958. Pas un non confortable, pas un non de tribune. Un non qui le place en porte-à-faux avec la majorité de sa propre famille politique, et même avec une partie de ses appuis locaux. Dans un congrès socialiste, il laisse entendre que c'est sans doute la dernière fois qu'il s'exprimera dans une telle enceinte. La phrase à la sécheresse d'une porte qu'on ferme, pas pour punir, mais pour rester cohérent avec soi-même. Le twist est violent. L'homme réputé pour le compromis devient, sur son dernier acte, un homme d'intransigeance. Pas l'intransigeance de l'ego, mais celle du principe. Il ne se bat plus pour gagner, il se bat pour ne pas se renier. On peut presque voir la scène, un vieux routier de la République, dans une salle où les regards ont déjà glissé vers l'avenir, se lève et dit non, comme on planterait un petit drapeau sur une terre qui va être recouverte par la marée. Il sait qu'il perd, il sait que le pays veut autre chose, mais il refuse de signer ce qu'il considère comme une bascule dangereuse, un exécutif trop fort, une république trop verticale, une tentation de l'autorité qui peut, un jour, devenir une habitude. Et là, la rivalité atteint son sommet, non pas par une confrontation directe, mais par un contraste total. De Gaulle revient comme une réponse à l'angoisse collective. Gouin s'efface comme un avertissement moral. C'est une scène d'histoire cruelle. Le vainqueur n'a pas besoin d'écraser le vaincu. Le temps s'en charge. Après ce non, Félix Gouin renonce à la carrière politique et démissionne de ses mandats. Il quitte la grande mécanique publique avec une sobriété qui ressemble à sa vie entière, sans théâtre, sans vengeance, sans larmes publiques. Et il se retire à Nice avec son épouse, Laure. Elle meurt en 1971. Lui continue, vieillissant, loin des projecteurs, comme un homme qui a vécu plusieurs vies dans une seule, et qui désormais regarde passer l'histoire à travers une fenêtre plus silencieuse. Ce retrait n'est pas une disparition immédiate, c'est une longue éclipse. Pendant que la Ve République s'installe, la mémoire politique se simplifie. Les livres, les conversations, les images retiennent les figures qui se prêtent à la légende. Gouin, lui, se prête mal à la légende. Trop calme, trop procédurier, trop peu spectaculaire. Et c'est là qu'apparaît la forme la plus injuste de l'oubli. On oublie justement ceux qui ont empêché le pire, parce que le pire n'est pas arrivé. Mais sa trace est là, partout, dans ce qui fonctionne sans qu'on y pense, dans l'idée que l'État planifie, dans l'idée que des institutions, même fragiles, peuvent surmonter la tempête si quelqu'un tient le cadre, dans l'idée que l'on peut dire non à la facilité, 2 fois dans une vie, à des moments où dire non coûte cher, en 1940 et en 1958. Et puis vient la fin, sans scène spectaculaire, comme une dernière fidélité à son style. Le 25 octobre 1977, Félix Gouin meurt à Nice à 93 ans. On pourrait imaginer un pays entier s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Le monde a d'autres urgences. Et pourtant, ce jour-là, s'éteint un type d'homme politique devenu rare, celui qui croit que la démocratie n'est pas une émotion, mais une discipline. Son héritage ressemble à ces vieux ponts qu'on traverse sans les regarder. Ils ne brillent pas, ils ne chantent pas, ils tiennent. Et tant qu'ils tiennent, personne ne remercie l'ingénieur. Des années plus tard, une plaque est posée sur la maison où il est né. Ce détail a quelque chose de poignant. On ne grave pas une plaque pour faire revenir quelqu'un. On grave une plaque pour dire à l'oubli « tu ne passeras pas complètement ». Si l'on devait garder une image finale, ce serait celle-ci. Un homme qui a vécu au milieu des tempêtes, en refusant la tentation de la tempête. Un homme qui a préféré la charpente au panache, et qui a fini paradoxalement par devenir l'un des personnages les plus mystérieux de l'après-guerre. Non parce qu'il aurait caché des secrets,
mais parce que notre mémoire, affamée de récits simples, a du mal à reconnaître les héros qui travaillent en silence. Et pourtant, c'est peut-être là son dernier twist.